Il faut savoir que avant même de venir c'est-à-dire la question d'épargne, donc déjà où trouver déjà cet argent avant même d'épargner. Donc je pense que c'est la question qui vient déjà en amont. Donc déjà, moi je dirais pour un vrai entrepreneur, pour un bon entrepreneur, tu dois multiplier tes sources de revenus. C'est-à-dire tu dois pas attendre, tu dois pas avoir seulement une source de revenus. Il faut diversifier ses sources de revenus. Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais étudiant, donc j'avais ma bourse à côté. Je faisais des ventes un peu partout, donc j'essayais aussi d'épargner ça. Aussi, j'ai acheté des bagages, des lits, des frigos dans des conteneurs. Et je les revends. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici au boy Habib. Bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Nous avons le grand honneur aujourd'hui de recevoir Pascal César, qui est un entrepreneur pilote, quelqu'un qui évolue dans beaucoup de domaines et j'ai hâte de prendre et de découvrir son parcours et son expérience. Donc, sans plus tarder, aidez-moi à accueillir sur le cercle mon cher Pascal César. Pascal, bienvenue au cercle. Alors, bonjour Habib, bonjour tout le monde. Merci déjà pour cette invitation. Et puis, je voulais dire que tu fais des émissions très intéressantes. Depuis un bon moment, je suis tes vidéos que tu publies tout le temps. Et puis, j'en profite aussi pour le recommander aux jeunes parce que c'est des vidéos très motivantes. Et puis, c'est des vidéos où on invite des jeunes entrepreneurs, des jeunes qui sont très conscients. Et je tenais à t'encourager, à t'en féliciter parce que c'est une très bonne idée, c'est une très bonne initiative. Merci. Non, le plaisir est pour moi. Je te suis aussi sur les réseaux et je pense que tu fais beaucoup de choses et c'est à saluer aussi. Donc, j'ai envie un peu de remonter le temps. Parle-moi un peu de tes Oui. origines, de ton enfance, comment ça a été. Parfait. Donc, du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi, je m'appelle Pascal César Ndeki. Je suis d'origine sénégalaise et je suis résident en France depuis quelques années. Donc, effectivement, je suis des Parcelles Assainies au Sénégal, plus précisément à Dakar. Donc, je suis né aux Parcelles, à l'unité 20. C'est là-bas où j'ai grandi, c'est là-bas où j'ai fait ma scolarité. Et puis, à un moment donné, on a déménagé, bon, on va dire, on a déménagé un peu partout dans Dakar. Parce que j'ai eu l'occasion d'habiter à Rufisque, à Malika, et puis durant mes années d'étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où je faisais du droit, j'ai eu l'occasion de loger aussi au niveau de Liberté 6 et puis dans les environs. Donc j'ai habité un peu partout à Dakar. Donc effectivement, moi je suis des Parcelles Assainies. Donc après, je suis aussi d'une famille où mes parents sont divorcés depuis très longtemps. Donc, ça m'a beaucoup affecté dans ma vie. Et puis, ça m'a donné en fait du courage et de la motivation afin de plus voilà, réaliser mes rêves, afin de plus réussir dans la vie. Donc, après, à un moment donné, quand j'ai eu mon bac, j'ai été orienté à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où j'ai fait plus de 4 ans de droit. Et puis, après, j'ai fait une préinscription comme tout le monde. Et puis, je suis venu en France pour continuer le droit. Ah, super. C'est drôle que tu as dit parcelle parce que j'ai vécu au parcelle Asseni chez ma tante Oui, à Unité c'est 9. un beau quartier, hein. Oui, Unité 9 plutôt, de Oui, 2011 jusqu'en 2020. Hein. J'étais chez ma tante ouais, là. Donc, je c'est connais très bien bien. cette parcelle-là. Ouais. Je me rappelle bien, chaque soir, on allait à la plage pour jouer au foot. Oui, parce que moi aussi, j'habite tout juste à côté de la plage. Donc, Ouais, ouais. exactement. Ah, J'avoue que c'est c'est cool un ça. très beau quartier et les Ouais, souvenirs me manquent. Voilà. ouais. Est-ce que tu as choisi le droit ou c'est le droit qui t'a choisi?
Bon, on va dire que moi, de base, tout ce qui tourne autour du droit, moi, j'aimais le droit, en fait. J'aimais le droit depuis le bas âge. J'ai longtemps voulu être, par exemple, un diplomate. Parce que, d'ailleurs, c'est ce que je fais actuellement. Je fais des vols tout le temps. Parce que, tout simplement, quand j'étais petit, j'étais un gosse qui aimait, qui aimait regarder les avions, qui aimait voyager tout le temps. Du coup, je me suis dit, bon, bah, pour ça, il faut être diplomate. Donc, étant donné que les diplomates, les ambassadeurs, ils voyagent toujours, ils sont toujours entre deux avions, les hôtels 5 étoiles. Donc, cette vie m'a toujours plu. Et du coup, automatiquement, quand j'ai eu mon bac, j'ai fait des choix, j'ai fait des demandes. Et puis, en premier lieu, j'avais demandé à ce qu'on m'oriente à l'université Cheikh Anta Diop, plus précisément à la faculté de droit. Néanmoins, je n'ai pas regretté parce que tout simplement, j'avais un très bon parcours. Depuis le lycée, j'ai toujours été premier dans ma classe, donc que ce soit en seconde, en premier et en terminale au lycée moderne de Rufisque. Donc j'ai été sélectionné aussi pour le concours général pour faire de l'économie. Donc j'étais le seul à être sélectionné dans tout le lycée. Et puis ça aussi, eu une mention au niveau du bac. Après, ce qui fait que automatiquement, quand j'ai demandé le droit à l'université Cheikh Anta Diop, j'ai été automatiquement sélectionné. Et puis, dès mes premières années de droit, on va dire que j'étais aussi dans la poésie en même temps. Je déclamais des poètes un peu partout, des poèmes, on va dire, un peu partout. Et du coup, j'ai même été invité dans des plateaux comme 2STV avec Kémy Seba autant. Et du coup, où je présentais un livre où il y avait des poèmes et tout. Donc, effectivement, à l'université Cheikh Anta Diop aussi, j'ai fait quelques années là-bas. D'ailleurs, mes premières années, j'étais dans les 5 premiers. Donc, tu le sais, donc à l'université Cheikh Anta Diop, il y a plus de 3000 C'est pas étudiants. évident, ouais, c'est Donc, pas évident ça. voilà, je me suis battu, pour être parmi les 5 premiers en fait, donc sur la liste. Donc juste pour dire que j'ai toujours été quelqu'un qui est très motivé parce que tout simplement mon enfance m'a beaucoup affecté. Et du coup, je me suis toujours battu pour être premier. Et puis voilà. Donc le droit, c'est quelque chose que j'aime depuis gosse. Et puis, j'ai jamais redoublé. Et puis, voilà, j'ai validé mes années. Donc, tu es venu en France et après, comment ça a été? Tu étais allé directement faire ton master. Comment tu as découvert l'entrepreneuriat? Et après, on va aussi entrer dans l'aérodynamisme. Parfait. Donc, effectivement, moi, après, bon, comme tout le monde, hein, donc, après des années de droit à l'université Cheikh Anta Diop, je me suis dit, bon, bah, je vais faire une préinscription pour aller continuer mes études en France, comme tout le monde. Parce que tout simplement, il y a la qualité, il y a les conditions, donc ce qui pousse les étudiants à aller à l'extérieur pour continuer leurs études. Donc effectivement, moi, dès ma licence de droit, j'ai fait une préinscription pour l'université de Poitiers. Et du coup, j'ai été sélectionné pour venir ici en France pour continuer mon droit. Mais comme tu le sais, hein, donc, pour la plupart des étudiants qui font des préinscriptions, d'habitude, ils vont demander par exemple une classe où, genre, on va dire une classe euh, dont ils ont déjà fait par exemple au Sénégal. Parce que la plupart du temps, 90% des étudiants qui viennent en Europe, la plupart, ils reprennent soit la classe ou ils reprennent déjà leur parcours. Donc moi, je fais partie de ces étudiants qui n'ont pas pu avoir la chance de continuer directement parce que j'avais déjà fait ma licence au Sénégal. Du coup, j'ai dû reprendre le parcours licence, c'est-à-dire j'ai commencé en L2 à l'université de Poitiers. C'est là-bas où j'ai fait ma licence 2 3 et puis après, j'ai été influencé par mes frères qui sont ici depuis très longtemps, qui m'ont un petit peu motivé dans la comptabilité. Et depuis lors, j'ai arrêté le droit, j'ai fait une reconversion en comptabilité générale. Et puis voilà, donc depuis, je fais de la comptabilité.
Et comment tu as découvert l'entrepreneuriat? Tu me disais hier quand on parlait en Oui. off que tu t'es lancé dans l'agriculture et que tu as une ferme de poulets et de poulaillers. Est-ce que tu peux me dire comment cette reconversion a été faite? Quels sont les défis que tu as eu à rencontrer, sachant que tu vis dans un pays qui est loin d'être le Sénégal, en fait, et que ce pays a ses réalités, ses contraintes aussi? Exactement. Donc moi, on va dire, pour l'entrepreneuriat, c'est un sujet qui me plaît énormément. J'aime en discuter. D'ailleurs, on pourra même en discuter jusqu'à demain, étant donné que, de toute façon, comme tu l'as dit, hein, dans ma page, je parle que soit des vidéos, je fais des vidéos qui parlent de l'entrepreneuriat, soit des textes qui parlent que d'entrepreneuriat. Donc, c'est un domaine que j'aime beaucoup parce que tout simplement, je me dis, tout jeune doit se lancer dans l'entrepreneuriat. Il ne faut pas attendre l'État ou il ne faut pas attendre ses parents pour pouvoir faire quelque chose. Donc, moi, je me suis toujours battu, j'ai toujours voulu être mon propre patron, mon propre boss et puis de bosser pour moi-même, ce qui m'a poussé à faire de l'entrepreneuriat. Donc, on va dire que l'entrepreneuriat, je l'ai commencé depuis le Sénégal. C'est pas, je ne l'ai pas commencé en France. Donc, c'est depuis le Sénégal. Donc, d'ailleurs, on va dire, c'est dès mes premières années de droit que j'ai commencé réellement à faire de l'entrepreneuriat en vendant des motos. Donc, je suppose que beaucoup d'étudiants à l'université Charente Diop me connaissent parce que je vendais des motos. J'achetais des motos. Motos importées ou c'est des motos Ouais, que tu fabriques? ouais, effectivement, c'est des motos importées. C'est les motos qui venaient des conteneurs qui venaient d'Europe, là. Du coup, étant donné que j'avais reçu ma première bourse, je me rappelle très bien de cette jour. Donc, j'avais reçu ma bourse. Et du coup, c'était un rappel, étant donné qu'au Sénégal, les bourses, des fois, ça prend du temps. Des fois, il y a des retards de 5 mois, 6 mois. Du coup, j'avais reçu un rappel de ma bourse. C'était environ, si je me rappelle très bien, 300 000 comme ça, là. Du coup, j'avais acheté une moto. Et du coup, j'ai démarré avec cette moto, en fait. Donc, j'ai acheté cette moto, je l'ai revendue à un de mes camarades de classe. Et puis, j'en ai racheté encore une autre moto encore, ainsi de suite, jusqu'à... Après, à un moment donné, j'ai acheté 2 motos, 3 motos, et puis à chaque fois, je revendais aux étudiants, en fait. Du coup, étant donné que moi, je suis quelqu'un qui épargne beaucoup, en fait. Donc, quasiment, on va dire, moi, à chaque fois, j'essaie d'épargner 60% de mon argent. Donc, cette épargne m'a permis aussi de faire des prêts. Donc, à un moment donné, je vendais plus des motos, mais je faisais des prêts pour les étudiants. C'est comme ce que faisaient les banques, en fait. Donc, on va dire en quelque sorte le banquier des étudiants en licence de Qui est droit. reconverti des étudiants, quoi. Effectivement, parce que, au fait c'est ce qui est bien dans l'entrepreneuriat, parce que tout simplement, tu essayes de voir un problème et tu essayes de trouver une solution, en fait, à chaque fois. Donc, le problème était la plupart des étudiants, dès qu'ils reçoivent leur bourse, après 2 jours, 3 jours, ça finit dans des dépenses inutiles. Voilà. Donc j'avais remarqué cela et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas en profiter de cette situation pour se faire de l'argent. Donc moi, ce que je faisais, bon, je disais aux étudiants que je faisais des prêts. C'est-à-dire, peu importe la somme que tu me demandes, j'aurai des intérêts là-dessus. C'est-à-dire, tu peux m'emprunter 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000. Et pour chaque 10 000, j'avais des pourcentages, en fait. Donc, c'est ce que je faisais. Donc, finalement, je trouvais des prêts un peu partout. Mais malheureusement, ça a mal tourné parce que tout simplement, au début, ça a très marché. Je reconnais que j'avais gagné énormément d'argent en faisant cela. Hmm. Mais, comme tu le sais, les Après les Sénégalais, remboursements, voilà, ça pose problème, effectivement. on Donc, tarde à après, venir, quoi. c'est ça, exactement. Donc, après, j'avais un problème de remboursement, comme tu viens de le dire, tu connais les Sénégalais, ça se voit. Donc, quasiment les derniers avec qui j'ai octroyé, les dernières personnes que j'ai octroyé les prêts d'étudiants, là, du coup, ils ne m'ont pas remboursé. Donc, je suis tombé en faillite. Je me suis dit, ça, il faut que j'arrête parce que finalement, je perds de l'argent. Et puis, j'ai arrêté les prêts.
pour me lancer dans des lunettes de photogré. Donc, j'ai vendu aussi des lunettes de photogré au niveau de l'université Cheikh Anta Diop. Exactement. Donc, j'ai commencé les lunettes de photogré et puis j'en ai vendu un peu partout. Et depuis lors, vu que j'avais épargné assez d'argent, je me suis dit, bon, bah, là, il est temps de faire une préinscription parce que, en fait, tout ce qui m'a permis de venir ici en France, je me suis autofinancé, en fait, tu vois. Donc, parce que moi, mon père, il est décédé un peu tôt. Donc, mon frère aîné aussi, il est décédé. Donc, ma sœur, elle est décédée aussi. Donc, finalement, ouais, donc c'est un peu compliqué de s'en sortir s'il n'y a pas ton frère, s'il n'y a pas ton père. Donc, je vivais avec ma mère, on va dire. Donc, alors que ma mère aussi, elle n'a pas assez de moyens. Donc, il fallait que coûte, je trouve une solution. Raison pour laquelle c'est ce qui m'a poussé à vendre un peu partout des trucs afin de m'en sortir et puis d'aider ma mère. Donc, c'était ça ma cause en fait. Donc, du coup, étant donné que j'avais assez épargné, donc là, je vais en profiter pour dire aussi que j'ai eu mon premier million en étant étudiant au Sénégal, chez Anta Diop. D'ailleurs, je faisais des vidéos sur YouTube pour expliquer comment j'ai eu cet argent, mais heureusement, j'ai eu une très bonne entourage qui m'ont dit d'arrêter de montrer et tout. Donc, j'ai arrêté cela et puis j'ai commencé. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à faire des vidéos, à motiver les gens, à envoyer des messages frappants pour pousser les jeunes à faire de la motivation et de ne pas attendre de l'État de ne pas ou de se croiser les bras pour dire que ouais, l'État va faire quelque chose pour moi ou bien l'État va trouver un poste pour moi. Donc moi, Ouais. étant donné que Oui, Désolé de te couper, mais tu as dit un sujet assez intéressant, c'est que oui, tu épargnais 60% de ton salaire, et ça, c'est plus difficile à faire, hein. exactement. C'est pas une chose facile. Donc, est-ce que tu as des astuces? Est-ce que tu peux nous dire comment tu arrivais à épargner? Est-ce que tu as des outils qui t'ont aidé sur ça? Je pense que aussi, beaucoup de gens aimeraient devenir riches et ils pensent que c'est Oui, à force de gagner plus qu'on devient riche. Mais je pense que la voie royale, c'est de dépenser en fait d'épargner, qu'on exactement. gagne et de fructifier ses revenus. Donc, comment tu arrivais à épargner 60% de tes revenus? Parfait. Donc, il faut savoir que avant même de venir sur c'est-à-dire la question d'épargne, donc déjà où trouver déjà cet argent avant même d'épargner. Donc, je pense que c'est la question qui vient déjà en amont. Donc, déjà, moi, je dirais pour un vrai entrepreneur, pour un bon entrepreneur, tu dois multiplier tes sources de revenus. C'est-à-dire, tu ne dois pas attendre, tu dois pas avoir seulement une source de revenus. Il faut diversifier ces sources de revenus. Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais étudiant, donc j'avais ma bourse à côté. Je faisais des ventes un peu partout, donc j'essayais aussi d'épargner ça. Aussi, j'achetais des bagages, des lits, des frigos dans des conteneurs et je les revendais. Ça Un vrai aussi, commerçant bol, quoi. voilà, donc on va dire que j'étais un commerçant entre guillemets, on va dire, parce que j'achetais un peu de tout en fait, des overboards, voilà, j'achetais en fait tout et je les revendais. Donc c'est ce que je faisais. D'ailleurs, ma mère c'est une grande commerçante. Je pense ce sang entrepreneuriat, je l'ai pris à travers elle. Parce que elle, c'est une grande, même si c'est une salariée euh, au niveau de l'armée nationale du Sénégal, mais quand même, elle fait des business à côté en fait. Donc, elle m'a beaucoup inspiré. Et du coup, depuis étant gosse, donc j'essaie de multiplier mes sources de revenus afin de monopoliser, d'épargner assez d'argent. Donc, pour revenir sur la question d'épargne, moi je dirais, bon, ça aussi c'est un problème parce que c'est clair que aussi, c'est pas facile d'épargner. Par exemple, moi, j'essaie d'épargner 60% de mon argent. C'est pas facile. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Parce que tout simplement, les charges ne sont pas pareilles. Par exemple, toi, Habib, tu peux avoir énormément de charges, alors que Pascal, il n'a pas assez de charges. Par exemple, j'ai pas de loyer, j'ai pas de nourriture à payer, ou j'ai pas d'enfant, j'ai rien. Donc, là, ça sera très facile pour moi d'épargner. Donc, ça dépend des situations. Donc,
pour pouvoir épargner un maximum. Mais moi, ce qui m'a plus poussé à pouvoir épargner assez d'argent, on va dire des millions déjà, en étant au Sénégal. Donc, parce que tout simplement, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop se divertir. C'est-à-dire, je ne suis pas quelqu'un qui va dans des... ou qui aime gaspiller de l'argent. Naturellement, Minimaliste, quoi. voilà, c'est ça. Donc, moi, je ne gaspille pas de l'argent. Donc, en plus, je fais des dépenses rarement. C'est-à-dire, tout ce qui tourne, je ne suis pas matérialiste. Je ne fais pas des dépenses pour acheter des téléphones ou d'acheter de nouveaux habits à chaque fois pour suivre la mode, la tendance, comme le font les jeunes. Je, je me dis, si un jeune a un but, c'est-à-dire si tu sais où tu vas, c'est-à-dire si tu connais tes objectifs, par exemple, moi, je savais que il fallait que j'épargne assez d'argent pour pouvoir investir encore plus dans d'autres choses, en fait, tu vois. Donc, il me fallait cet argent. Parce que déjà, je voulais déjà réformer la maison de ma mère. Donc, tout cela, ça a demandé énormément d'argent pour le faire. Surtout pour pouvoir aussi acheter encore des motos, plus de 3 motos, 4 motos, 5 motos, et les revendre. Ça demande une somme d'argent assez conséquente. Donc, voilà. Donc, pour épargner, je dirais, il faut diminuer tout ce qui est divertissement, aller en boîte, essayer au maximum de réduire les dépenses au maximum, c'est-à-dire de ne pas faire des dépenses de futilité, de banalité, mais on peut faire des dépenses de priorité et pour le reste, ne pas... Je pense que aussi pour les gens qui sont intéressés, parce qu'on on va pas se mentir, moi personnellement, j'arrive pas à épargner Oui. plus de 15% de ce que je gagne déjà. Et je souffre déjà. Bon, en fait, comme j'ai dit, ça dépend aussi, hein, ça Oui, dépend de ça la dépend. situation. Donc, je veux pas dire que je suis un expert dans ça, mais je veux dire, j'ai découvert récemment un concept qu'on appelle le minimalisme. Et Oui, il y a pas mal de livres sur ça qui enseignent en fait l'art de dépenser le minimum et de oui, vivre avec le minimum du possible, quoi, au lieu de, comme tu as dit, de dépenser de gauche à droite. Parce que ouais, quand tu analyses en fait ton plan ou bien ton budget, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses que tu pourrais grignoter par ici, par là pour réduire un peu exactement, tes dépenses. exactement. Voilà. Mais bon, on va continuer sur le fil de la conversation. Donc, Oui, tu es arrivé à épargner 60% de ton salaire, tu as vendu des motos et tu as utilisé cet argent pour financer en fait ton inscription, ta préinscription pour venir en France. Donc, quand tu es venu oui. en France, c'est toi aussi qui continuais de payer tes études, ton loyer. Mais comment tu as découvert en fait, comment tu es entré dans le business de l'agriculture ici en France? Parfait. Donc, pour continuer, hein, donc, étant donné que je faisais du business depuis le Sénégal, donc j'en ai profité pour avoir des contacts. Donc, d'ailleurs, c'est grâce à ces contacts qui m'a permis, arrivé en France, de pouvoir continuer à faire du business. Donc, moi, de base, dès que je suis arrivé ici en France, donc, on va dire... effectivement, je continuais à faire du droit à l'université de Poitiers. Mais en même temps, je travaille en même temps, comme tout étudiant étranger. Donc, je travaille au niveau de la boucherie, c'est un restaurant. Donc, après, comme je travaillais, donc, je continuais sur ce que je faisais avant, c'est-à-dire de maximiser mes chances pour pouvoir épargner encore assez d'argent. Donc, pour ça aussi, j'avais des objectifs, hein. Donc, à chaque fois, je me rappelais très bien de ma chambre d'étudiant où j'écrivais un peu partout sur les murs, sur des feuilles, c'est-à-dire les dépenses que je dois faire durant tout le mois. Donc, et je ne devais pas dépenser un montant. Je ne devais pas dépasser un certain montant, en fait. Donc, je me faisais des limites. Je sortais pas beaucoup. Je traînais pas dans les restaurants, dans les boîtes. Donc, j'arrivais quand même à épargner beaucoup, beaucoup en travaillant en même temps. Donc, étant donné que j'avais assez d'argent aussi, donc j'avais épargné beaucoup d'argent. Donc, je me suis dit, bon, bah là, il est temps d'essayer de créer une autre chose. Donc, d'essayer de voir qu'est-ce que je pourrais peut-être créer ici en France qui pourra me servir. Et puis, d'arrêter de travailler. Parce que moi, de nature, j'aime pas travailler pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, j'aime pas travailler pour une entreprise, en fait. Moi, je suis quelqu'un
qui veut travailler pour moi-même, en fait, tu vois. Donc, c'est ce qui m'a poussé, dans un premier temps, à créer une marque de vêtements qui s'appelle Kiasla Sport. Et là, actuellement, il y a plus de 25 000 abonnés sur Instagram. La page, ça s'appelle Kiasla Sport. Donc, c'est une marque de vêtements. On fait des collections tous les 2 mois, des pulls, des t-shirts, des Lacoste. Donc, avec des influenceurs sénégalais, français en même temps. Donc, c'est à travers cette marque que j'ai pu réaliser certains bénéfices, c'est-à-dire de faire des ventes ici en France déjà, en amont, avant. Et puis, j'ai commencé aussi à faire de l'exportation en vendant un peu partout au Sénégal, plus précisément, et au Maroc, en Guinée, etc. Donc, grâce à cette boutique, ce qui est une boutique en ligne, donc, j'ai pu réaliser certains bénéfices qui m'a poussé encore à créer, à ouvrir un salon de coiffure à Dakar qui est juste au niveau de Sacré-Cœur. Donc, c'est un salon de beauté, de luxe. Donc, j'ai mis tous les moyens dedans. Tout est en cuir, donc des clims, voilà. Grâce aux revenus aussi tirés de ce salon, je me suis dit à un moment donné, je vais essayer de me lancer dans l'avicole. Donc, dans l'avicole, c'est un de mes amis qui m'a poussé dans ça parce que lui, depuis très longtemps, il était dans ça. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours fait de l'avicole et du coup, qui m'a beaucoup motivé à faire de l'avicole. Donc, il m'expliquait tous les bases. Parce qu'à la base, il faut savoir que moi, je connaissais rien, absolument rien en avicole. Du coup, lui, il m'a expliqué, il m'a donné toutes les bases. Et étant donné que moi, déjà, j'avais les moyens, lui, peut-être, il n'avait pas assez de moyens parce qu'il se basait au Sénégal. Il produisait plus de 200 poulets, 300 poulets comme ça. Donc, moi, je lui ai proposé dans ce cas d'essayer d'élargir ou bien d'augmenter la production. C'est-à-dire, moi, je vais mettre les moyens financiers et puis je vais essayer de mettre aussi mon expertise à travers, parce que je suis quelqu'un qui maîtrise très bien les réseaux sociaux. C'est-à-dire, pour faire des ventes sur les réseaux sociaux, je le maîtrise très bien via ma marque de vêtements. Je connais quelques compétences en marketing, on va dire, pour faire des ventes sur les réseaux sociaux. Donc lui, de base, c'est quelqu'un qui n'avait pas trop ouvert son business vers les réseaux sociaux. Du coup, c'était pas trop connu. Donc, il n'avait pas assez de visibilité. Moi, je lui ai proposé cela. Je lui ai dit, bon, bah, moi, je vais mettre de l'argent. Et puis, je vais essayer de faire de telle sorte qu'il y aura de la visibilité. Donc, c'est à travers ça qu'on a pu créer Poule d'Or. Donc, c'est une grande ferme basée au Sénégal. Donc, dont on fait plus de 3000 poulets tous les 35 jours. Et puis, on travaille en collaboration avec des hôtels, des fast-food, des restaurants, des particuliers surtout, mais plus des entreprises. Et depuis lors, moi j'ai mis de l'argent et puis on a commencé à produire des poulets. Et puis voilà, donc c'est comme ça est né Poule d'Or. Si je comprends bien, durant tout ton parcours entrepreneurial, tu n'as jamais eu affaire avec une banque, en fait. Tu n'as jamais pris de crédit de pareil. Tout est autofinancé par tes différentes C'est activités. ça. C'est ça. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as choisi ce chemin-là, contrairement au chemin des prêts et des taux d'intérêt élevés? Donc, 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 il faut dire que déjà, moi je suis quelqu'un Tu vois? voilà, c'est ça. Donc, je suis quelqu'un au fait qui essaie de maîtriser au minimum près les dépenses que je fais. C'est-à-dire, moi je savais depuis le Sénégal, par exemple, avec Orange Money, Wave et tout, on va dire, j'étais quelqu'un qui n'a jamais, j'ai jamais voulu mettre de l'argent, par exemple, que ça soit en banque ou que ça soit sur Orange Money ou sur Wave. Je ne l'ai jamais fait. D'ailleurs, j'ai toujours gardé mon argent dans mon armoire, en fait. Donc, parce que moi, j'aime contempler l'argent, en fait. J'aime voir ce que j'ai voilà, j'aime voir ce que j'ai réalisé. Parce que d'habitude, c'est même devenu une habitude. Hein. D'habitude, la nuit, je sors tout mon argent et je l'étale sur le lit pour voir, genre, qu'est-ce que j'ai pu réaliser, quoi. C'est-à-dire, comment j'ai pu avoir une telle somme ou voilà. Donc, j'ai jamais voulu mettre de l'argent dans les banques
Parce que je me dis mettre mon argent dans les banques, il faut savoir que les banques, ils utilisent ton argent pour travailler. Et puis, donc, ils vont prendre ton argent pour financer un autre, en fait. Et c'est à travers ça qu'ils se font de l'argent et puis pour payer aussi le salaire. Donc, C'est avec les banques, vraiment il y a une des frais. version traditionnelle de l'argent. Ça me rappelle mon grand-père. Voilà. Donc, effectivement. Donc, moi, j'aime pas être débité par des frais bancaires ou par des frais de transfert. Raison pour laquelle j'ai jamais voulu mettre de l'argent voilà, donc, dans les banques. Comment tu fais avec les différents revenus, par exemple, les différentes entrées d'argent? Comment tu fais pour gérer? Tu dois avoir un compte bancaire normalement, je veux dire. Tout n'est pas manuel. Donc, je vais encore confirmer ce que je viens de dire parce que malheureusement ou heureusement, comme tu as dit, hein, donc je suis tout à fait d'accord avec toi, je collabore à tes propos. On est en France, donc on est en Europe, donc les banques, ils sont sine qua non, c'est obligatoire en fait. Donc, tout le monde a une carte bancaire, donc tu es obligé, tu reçois ton argent ou tes revenus via ton compte bancaire. Donc, mais moi, néanmoins, je continue à chaque fois que je reçois de l'argent, en tout cas, ceux qui me connaissent, mon entourage ou ceux qui habitent avec moi, le savent très bien. Là, je peux te jurer que dans mon compte, il y a 0 € actuellement. Donc, à chaque fois que je reçois de l'argent dans mon compte bancaire, je le retire c'est ça, je le retire automatiquement. Automatiquement, je le mets dans mon armoire. Donc, en fait, j'ai eu cette habitude finalement. Et puis, voilà. Je dirais ma Mais grand-mère bon, aussi qui planait son argent autour de son foulard, quoi. c'est ça. Mais après, pour faire certains business, on est obligé de faire des transactions un peu partout. Et pour ça, il te faut de l'argent dans ton compte. Donc, étant donné que moi, la plupart, 50% des business, ils sont au Sénégal, parce que tout simplement, je suis aussi dans l'immobilier. J'ai construit un appartement et il est en location. Donc, c'est clair que je ne peux pas tout retirer mon argent parce que je fais des transactions tout le temps. Les gens qui travaillent pour moi, ils vont devoir faire des achats. Il y a des motos, il y a les motos qui sont en circulation. Il y a des problèmes des fois pour la livraison et tout. Donc, il faut nécessairement de l'argent quelque part, par exemple. Donc, au Sénégal, via mon homme de confiance que j'ai là-bas, donc lui, à travers son compte Wave, on arrive à garder l'argent du business dans le compte Wave. Néanmoins, je fais des transactions de temps en temps, j'essaie de retirer de temps en temps, mais je laisse quand même le minimum pour le business, pour le fonctionnement du business en fait. Je te vois souvent dans un hélicoptère sur les réseaux et tu me disais que tu es pilote. Mais Oui. comment, en fait, cette phase a intégré ta vie, quoi? Disons, comment tu es devenu intéressé par l'aérodynamisme? Je peux comprendre le droit, je peux comprendre l'immobilier, je peux comprendre l'avicole, mais quand même, l'aérodynamisme, c'est un autre domaine, quoi. Exactement, donc donc exactement, hein. Bah, je suis tout à fait d'avis avec toi. Dans la mesure où, imaginons, moi, il y a quelques années, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, j'étais au Sénégal. Et donc, le milieu de l'aviation, on le connaît très bien. C'est un milieu très fermé. C'est pas donné à n'importe qui. Et en plus, c'est difficile d'accès aussi. Donc, on va dire les mots tels qu'ils sont. Donc, effectivement, hein, donc moi, comme je t'ai dit hein, au début, donc je suis quelqu'un qui aime voyager tout le temps. Je suis naturellement quelqu'un qui aime voyager, qui aime aller visiter d'autres pays et tout. Donc je suis un aventurier, on va dire. Et je pense que tout entrepreneur a dans le sang quelque chose qui le pousse dans des trucs d'aventure. Donc moi, de base, je suis quelqu'un qui aime le milieu. J'aime l'aviation. Je suis gosse. Et du coup, comme au Sénégal, je n'avais pas la possibilité de le faire parce que tout simplement, je n'étais pas un scientifique. Donc, je ne faisais pas la série S. Donc, j'étais un littéraire de base. Je faisais la licence. Je faisais la L2. Donc, du coup, étant donné que je n'étais pas scientifique,
Donc, je ne pouvais pas faire de l'aviation après. Parce qu'au Sénégal, il n'y a que les scientifiques qui peuvent faire ça. Ceux qui sortent de, de S1 ou de S2, il n'y a que ces étudiants qui peuvent faire l'aviation. Donc, étant donné que je n'avais pas le choix du tout et que le droit me plaisait, du coup, j'ai dû rejoindre la faculté de droit. Mais néanmoins, je l'avais toujours en tête. Donc, après, à la poursuite de mes études, vu que j'étais venu en France et tout, donc je me suis renseigné sur l'aviation. Et puis, un monsieur du nom de Jean-Marc, c'est le président de l'association Aérodécouverte de Cholet. Et du coup, à travers une discussion avec lui, qui m'a fait savoir que c'était très possible de devenir, genre, d'être civil et de faire de l'aviation, de piloter des avions. Donc, on va dire qu'ici en France, c'est possible. Donc, c'est pas un milieu très, très fermé, on va dire. Même si la formation coûte extrêmement cher, c'est vers les 8 000 euros, on va dire 6 millions, 7 millions comme ça. Donc la formation coûte extrêmement cher pour avoir la licence ou le brevet ULM et tout. Donc j'ai rapproché ce monsieur qui m'a beaucoup conseillé, qui m'a beaucoup donné des conseils sur l'aviation. Et depuis lors, j'ai commencé à faire la formation et puis et à tester les avions, à faire des vols pratiques. Et depuis, j'ai commencé à faire des vols. D'ailleurs, tout à l'heure, je viens de faire un vol avec un hélicoptère. Donc, pour aller à Angers et revenir. Donc, c'était sur un hélicoptère. Donc, depuis, voilà, je fais des vols un peu partout. Avec des petits avions, on va dire, des petits appareils. On les appelle des avions ULM. C'est-à-dire, c'est des avions 2 places, 3 places, maximum 4 places. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est ça. La majeure partie de notre audience, en fait, vit au Sénégal et il y a beaucoup Oui, de gens qui ont des préconceptions par rapport à la réalité de la vie, en fait, à l'étranger. Est-ce que tu as des oui. conseils à donner, en fait, pour les jeunes qui nous écoutent, qui sont au Sénégal, qui ont qu'un seul objectif, c'est de sortir le pays parce qu'ils pensent que l'Eldorado, ça se trouve ailleurs, en fait. Toi, d'après ton expérience, est-ce que tu as des conseils à leur donner pour leur dire que c'est possible de réaliser sa vie là-bas? En même temps aussi, il peut y avoir des avantages sur le fait de découvrir ce qui se passe dans l'autre bout du monde et de tenter des aventures, ainsi de suite. Donc, quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui nous écoutent en ce moment, qui sont au Sénégal? Donc, moi, déjà, si j'avais des conseils à donner aux jeunes Sénégalais, aux jeunes frères, à mes jeunes frères et sœurs, donc moi, je dirais que c'est très, très, très possible, je le répète encore, c'est très possible de réussir en étant au Sénégal. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai eu mon premier million en étant au Sénégal, en étant étudiant, donc à l'université de Cheikh Anta Diop. Donc, juste pour dire que c'est très possible. Donc, c'est pas parce que, par exemple, tu vas voyager que tu seras millionnaire ou que tu seras milliardaire. Donc, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont milliardaires et qui n'ont quasiment pas fait de voyage, on va dire. Je vais donner l'exemple de Mboup, M. Mboup, qui est le président de CCBM, donc à qui je suis très régulièrement parce que j'ai beaucoup aimé son histoire. Mais il y a l'exemple aussi du PDG de Sedima aussi, M. Ngom, qui d'ailleurs a une histoire aussi qui m'a beaucoup plu aussi parce que lui, il est parti de rien. Donc, et aujourd'hui, il est pionnier dans le domaine de l'avicole. Donc, juste pour dire que c'est très possible d'être au Sénégal et de réussir et d'être milliardaire, mais après, moi, je vais pas trop. Genre, moi, je dirais que ça dépend finalement. Ça dépend des objectifs de chaque individu, de chaque personne. Par exemple, moi, j'avais pour objectif de voyager, de sortir du pays. Donc, parce que je me disais que ce que je fais au Sénégal, si j'ai la possibilité de le faire ailleurs, ça va me rapporter encore plus en fait. Parce que tout simplement, n'oublions pas que on a le franc CFA et le franc CFA par rapport à l'euro, quand même, il y a une très grande différence, 650 par rapport à
1 euro, c'est une très grande différence. Donc moi, déjà dans ma tête, étant entrepreneur, donc étant donné que les entrepreneurs, ils aiment trop gagner de l'argent, donc moi je me disais que si j'arrive Mais en en étant au euros que Sénégal, d'esprit en français, pas quoi. voilà, donc moi dans ma tête déjà je convertissais le franc CFA en euros en fait. Donc je me disais, bon bah si j'ai la possibilité d'aller en Europe et de faire des business, donc c'est clair que je vais gagner des milliers d'euros et ça, si je le transfère au Sénégal, ça sera encore des millions et des millions. Donc, moi, dans mon choix, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de sortir du pays pour voilà, continuer mes aventures autre part. Mais je confirme encore que c'est possible de rester au Sénégal et de réussir au Sénégal, même si après les conditions ne sont pas toujours réunies au Sénégal. C'est très, des fois c'est difficile quand même de réussir parce que il y a beaucoup de critères qui font que des fois tu es découragé en fait. Pour te donner un exemple, la plupart des Sénégalais qui ont des diplômes, je parle des jeunes, ils sont sans emploi en fait. Donc il y a un taux de chômage qui est très profond, donc la plupart des jeunes, ils se retrouvent sans emploi, et puis qui dit sans emploi dit forcément le fait d'être paresseux, de rester à la maison. Oui. Et ça, c'est pas Isolation bon pour sociale, les ouais. jeunes en fait. D'ailleurs, c'est ce qui pousse les jeunes à se lancer vers la comédie. Ça fait partie de mes objectifs parce que tout simplement, c'est ce qui m'a poussé à être dans les réseaux sociaux. Parce qu'au début, j'étais quelqu'un de très timide, j'aimais pas les réseaux sociaux, j'aimais pas me montrer. Mais étant donné que j'ai remarqué qu'au Sénégal, les jeunes maintenant, ils se tendent plus vers la comédie, dans tout ce qui est vraiment des trucs, des futilités, parce que tout simplement, ça se comprend. C'est parce que tout simplement, les jeunes, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas d'argent, donc forcément, ils vont se lancer dans des trucs vraiment, des futilités, quoi, des comédies, en fait. Donc, du coup, je me suis arrêté à un moment donné. Je me suis dit, bah, il est temps que je conscientise les jeunes, en fait, en faisant des vidéos de motivation, en faisant des textes, et puis de leur montrer que encore c'est possible. D'ailleurs, j'ai même écrit un livre, il va bientôt sortir. Donc, d'ailleurs, j'ai présenté ce livre hier à la CDF où il y avait plusieurs étudiants. Donc, le titre du livre, c'est Être riche en ayant la vie d'un pauvre. Donc, peut-être on aura l'occasion de développer encore plus en détail ce livre. Mais c'est juste pour expliquer que moi, comme tu le fais, hein, raison pour laquelle moi je trouve que tu as une très bonne cause de faire des podcasts parce que c'est des podcasts très motivants qui poussent vraiment les jeunes à réfléchir en fait. Donc, Comme tu as dit, hein, mais après, je pense que aussi ce qu'on voit à la télé ou sur les réseaux sociaux ne reflète pas forcément la réalité de oui, la Sénégalais. Moi, par exemple, je fais toutes mes études au Sénégal. Il y a oui, beaucoup de jeunes compétents qui arrivent à bosser, qui arrivent à occuper des fonctions suprêmes dans des multinationales, que ce soit là-bas ou ailleurs pour dire que le talent, on a l'expertise. Et c'est juste que c'est dommage que quand on regarde à la télé, on ne voit que des comédiens, que des lutteurs ou que des danseurs. L'une des raisons pour laquelle je créais ce podcast, c'était exactement pour ça. Parce que j'avais vu qu'il y a un vide, en fait. Il y a un vide entre les niveaux d'évolution de la compétence des jeunes Sénégalais et ce qu'on nous montre à la télé, en fait. Donc, je me suis dit, OK, oui, ce que je vais faire, je vais créer un podcast, je vais inviter des jeunes compétents, reconnus dans leur domaine, pour montrer oui, aux gens qu'on a des modèles de référence qui sont compétents, qui sont en fait honnêtes, intègres, éthiques, qui ont les bons comportements et qui n'ont pas besoin de choisir la voie artistique ou la voie comédienne, même si j'ai rien contre ces voies-là. Mais oui, ces oui, voies-là ne reflètent pas forcément notre beau Sénégal. En fait, le Sénégal ne s'applique exactement, pas qu'à des exactement. comédiens ou qu'à des artistes ou qu'à des chanteurs. Non, mais on a des intellectuels, on a des Exactement. Je astronautes, confirme. on a des gens qui travaillent aux Nations Unies, on a des modèles de référence. Tu vois, c'est un peu ça, en fait. Et Mm, mm. c'est toujours intéressant et aussi une noble cause pour moi et un privilège de mettre en exergue ce talent et cette expertise, quoi.
Exactement. C'est d'ailleurs pour confirmer tes propos. Donc, moi, je voulais dire que l'enseignement au Sénégal, il est très pertinent. On a un bon niveau d'enseignement au Sénégal. D'ailleurs, l'université Cheikh Anta Diop, il fait partie des universités qui sont référencées au niveau mondial. Donc, juste pour dire que vraiment, on a un niveau quand même assez élevé pour confirmer tes propos en matière d'études. D'ailleurs, la plupart des étudiants qui sont ici à l'étranger, la plupart des étudiants, ils finissent premiers dans leur classe, ils sont toujours devant, c'est une preuve que le Sénégal a... J'ai juste quelques questions Oui. introspectives à te poser. Par exemple, est-ce que tu as connu un échec particulier qui t'a marqué et qu'est-ce que tu as appris de cet échec? Donc, déjà, c'est une très bonne question. Moi, je dirais que l'échec, ça fait partie du succès, ça fait partie de la réussite en fait. Tu peux pas faire de l'entrepreneuriat sans pour autant avoir des échecs un peu partout. Impossible. Parce que c'est à travers ces échecs que l'on tire des leçons, que l'on tire des expériences. Et puis, ce sont ces expériences qui vont te permettre à aller de l'avant, en fait. Moi, exactement pour répondre à ta question, j'ai connu beaucoup d'échecs. Et je continue encore à avoir des échecs sur des fois des trucs que je mets en place. Juste pour te dire que ça fait partie du jeu. On ne peut pas être entrepreneur sans pour autant avoir des échecs. Pour te donner un exemple de l'ancien homme le plus riche du monde, Elon Musk, qui est un de mes mentors, on va dire, parce que je le suis je le suis de près, on va dire. Je suis tous ses vidéos sur YouTube, que ce soit sur ses livres et tout. Donc, il a connu beaucoup d'échecs dans sa vie. Avant, par exemple, pour Tesla, avant même de mettre Tesla, mais il y avait des échecs, il avait un problème d'investissement, c'est-à-dire les banques refusaient de lui prêter de l'argent afin qu'il puisse investir dans tout ce qui tourne autour de l'automobile électrique et tout. Donc, juste pour dire que c'est une condition sine qua non, c'est évident en fait. L'échec, ça fait partie de la réussite en fait. Donc, pour répondre à ta question. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu essayes de désapprendre en ce moment même? Donc, j'ai pas trop compris ta question, mais si je comprends bien, Bon, ce que je voulais dire par là, bon, par exemple, on connaît tous en tant qu'Africains, en tant que Sénégalais, oui, on grandit avec certains stéréotypes, avec certaines a priori, j'ai ce mot-là, oui, oui, avec certaines préconceptions. Et ouais. l'âge, certes, on devient mature, on grandit, mais en même temps, d'une manière ou d'une autre, on sera obligé de désapprendre certaines choses parce que peut-être ça avait du sens auparavant, mais avec l'évolution du monde, avec les changements culturels, socio-économiques, peut-être cette chose n'a plus de sens. Par exemple, Mm. une chose que j'essaie de désapprendre en ce moment même, c'est ce qu'on appelle c'est le fait que, par exemple, au Sénégal, c'est vrai qu'on est tous musulmans, mais on est Oui, trop protecteurs, en fait, que mm. parfois on a une mauvaise ouverture d'esprit, ou bien Oui, avoir oui, des opinions oui, néfastes sur les autres sans pour autant prendre le temps de les connaître. Donc là, oui, j'ai pris la décision de ne juger personne, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa croyance, et d'ouvrir grand les yeux, exactement, oui, oui, d'aimer l'humain avant tout, quoi. Ouais. oui, Toi, de ton côté, exactement. est-ce que tu as quelque chose que tu cherches à désapprendre? Exactement. Donc, moi, ouais, je vais confirmer ce que tu viens de dire, hein. Donc, c'est vrai que nous, on vient d'un pays où il y a trop de préjugés, il y a trop de choses qui t'aident pas à avancer, en fait, dans ta vie. Donc, par exemple, pour te donner des exemples, au Sénégal, les jeunes, ils sont pas très confiants comme par exemple un jeune américain ou un jeune français qui aime tout le temps, qui a une confiance en soi, en fait, on va dire. Donc, nous, je vais même généraliser les Africains en général,
ils sont pas très confiants dans ce qu'ils font, même si ils ont la connaissance et tout, mais ils n'ont pas cette certaine confiance en soi. Ça, je l'ai remarqué en faisant des voyages un peu partout, parce que j'arrive maintenant à voyager un peu partout, donc je vois les différences. Donc, ces préjugés au Sénégal, en Afrique, ça bloque les jeunes à avancer dans leur vie. Donc, moi, par exemple, ce que je fais, moi, naturellement, je suis quelqu'un qui a de l'excès de confiance. Moi, tout ce que je fais, je me dis c'est possible. D'ailleurs, quelqu'un, si on m'avait dit il y a 5 ans que je vais piloter un avion ou je vais piloter un hélico, je le dirais que vraiment, c'est pas vrai, quoi. Je ne pourrais jamais être pilote ou je ne pourrais jamais amener un avion d'un point A à un point B. Donc, juste pour te dire que c'est parce que déjà j'ai la confiance en soi. J'essaie à chaque fois de faire l'impossible possible. J'essaie à chaque fois de m'assigner des limites, des objectifs et tout. Et j'essaie de les atteindre. Donc je pense que tout jeune, que ce soit sénégalais ou africain, doit penser de cette manière, d'essayer de se dire dans sa tête que tout est possible, peu importe les préjugés, peu importe ce qu'on dit au Sénégal. Donc tout est possible. Tout est possible en fait. Tant qu'on arrive à pouvoir le penser, je me dis c'est possible en fait. Donc voilà. Quelle inspiration aimerais-tu laisser dans ce monde? Ma dernière question. Donc moi, si j'avais je vais même dire un conseil, surtout encore, je vais préciser cela encore, c'est de vraiment, vraiment, vraiment dire aux jeunes de faire de l'entrepreneuriat. Sincèrement, parce qu'il n'y a que l'entrepreneuriat qui peut aider déjà les jeunes, mais aussi parce que l'État, il pourra jamais recruter tout le monde en fait. Il a un quota bien limité. J'ai fait de l'administration quand je faisais du droit, donc je connais très bien parce que j'étais spécialisé en relations internationales. Donc, juste pour te dire que là, si j'avais continué le droit, forcément, je serais un diplomate. Donc, je maîtrise ce que c'est l'administration, ce que c'est l'État en quelque sorte. Donc, l'État, il pourra jamais recruter beaucoup de personnes. Donc, pour ça, il faut forcément des solutions, c'est-à-dire pour certains jeunes de faire de l'entrepreneuriat et puis après de pouvoir recruter des personnes qui pourront peut-être travailler pour eux et puis de créer un nouveau produit, de créer une nouvelle chose dans le marché et puis de pouvoir contribuer aux conditions de l'être humain en fait. En tout cas, Pascal, ce fut un honneur. Franchement, j'ai beaucoup appris. Pour les gens qui nous écoutent, comment ils pourront entrer en contact avec toi et comment ils pourront aussi te recommander ton livre qui va sortir bientôt. Et si tu as aussi des messages par rapport à tout ce que tu fais à partager aussi, comme tu veux, the follow is yours, quoi. Parfait. Donc pour ça, moi je suis quelqu'un qui est très présent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok. Donc sur Insta, j'ai plus de 50 000 followers. Sur TikTok, j'ai atteint les 20 000 followers et tout. Donc c'est possible de me contacter sur Instagram via voilà, mon identifiant Je vais Pascal. mettre tout ça dans les show notes, Oui, ouais. Ouais. c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, ils peuvent me contacter via Instagram ou par mail, pascalcesarn@gmail.com. Et puis, voilà. Merci Pascal, hein, ce fut vraiment un honneur. Merci à vous. Ouais, ouais. Et Ce bon, fut si un jamais grand plaisir. tu passes, si jamais tu passes dans les barrages, on Ouais. aura de, En tout cas, de se moi, ça me ferait voir. énormément plaisir, hein. Donc, Oui, sans souci, on j'ai est vraiment ensemble. envie de te rencontrer Ah parce que non, non, vraiment, tu es on un est jeune ensemble. très motivant qui Non, donne de non, l'inspiration et je puis suis derrière qui donne toi, un coup moi. de pouce. Non, Je merci, c'est pense que gentil. Je pense que, je pense que les entrepreneurs devraient te dire merci encore plus parce que j'ai pu remarquer dans ta page Instagram que tu contribues à la visibilité de beaucoup d'entrepreneurs qui n'arrivent pas à sortir de la terre en fait. Donc c'est quelque chose de très bien. Moi j'avoue, hein, de toute façon, je l'ai dit au début, je te félicite dans ça. Donc, vraiment, merci à toi, Habib,
pour ce que tu fais. Et d'ailleurs, c'est une très bonne cause. Donc, n'hésitez surtout pas à aller s'abonner dans sa page, à aller écouter ses podcasts que je trouve très intéressants, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube. N'hésitez surtout pas, je le recommande à tous les jeunes, que ce soit africains et les jeunes qui sont ici en France qui me suivent. Il s'appelle Habib, c'est un Sénégalais. N'hésitez surtout pas. Voilà. Merci beaucoup, Pascal, c'est gentil. Bon, les gars, c'était le Cercle Merci à toi. podcast avec Pascal César. Comme d'hab, ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Bye.